Alors, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au deuxième panel. Notre deuxième panel est intitulé Réponse politique et coopération régionale pour faire face à la migration irrégulière au Maroc et en Méditerranée. Nos panélistes aujourd'hui apporteront des perspectives qui sont très riches et variées et ils vont aborder des aspects qui sont très différents, y compris la régulation de la migration, les droits humains, aussi la coopération régionale et la gestion migratoire. Et sans plus tarder, je vais commencer par introduire notre premier intervenant, Monsieur Ivan Martin. Alors, Monsieur Ivan Martin est un Senior Fellow au Policy Center for the New South et est un professeur adjoint à l'université Mohamed VI Polytechnique. Il est également chercheur associé à GRITIM de l'université Pompeu Fabra à Barcelone. Auparavant, il a été professeur à temps partiel au Migration Policy Center de l'Institut universitaire européen. Il est également expert clé pour la Commission européenne sur la migration de travail. Monsieur Martin, avec une vaste expérience en tant que chercheur et consultant, a coordonné plusieurs projets internationaux sur la migration de travail, l'emploi des jeunes et la migration et le développement en Méditerranée, Afrique subsaharienne et Amérique latine. Il a collaboré avec des organisations telles que l'OIM, l'OIT, la Commission européenne et l'Union pour la Méditerranée. Alors, Monsieur Martin, vous avez une expérience qui est très vaste dans le domaine de la migration. Tout d'abord, je voulais vous poser la question, est-ce que vous avez souvent parlé de paradoxes et des malentendus liés à la gestion migratoire en Méditerranée. Donc, ma question, est-ce que vous pouvez partager avec nous, justement, vos réflexions sur ces paradoxes et comment la coopération régionale pourrait contribuer à une gestion qui est plus efficace de ces dynamiques complexes. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Lubna. Vous savez dresser les profils d'un retraité plutôt que de quelqu'un professeur. Bon, moi, je vais partir d'un constat. C'est que moi-même, j'étais migrant irrégulier et j'étais expulsé, en réalité, de la France, en 1988. Donc, il n'y a pas autant de temps, il y a quand même plus de 30 ans. Mais comme j'avais un contrat, j'avais un travail, j'ai cotisé à la sécurité sociale et j'avais la chance d'être européen et bien blanche, comme vous voyez. Donc, ça n'a pas changé grand-chose de ma vie, honnêtement. Mais c'est un point de départ que je pense que c'est intéressant parce que ça montre comment, on le disait dans les panels avant, la condition des migrants irréguliers, c'est très aléatoire. Ça dépend pas d'avoir un travail ou pas, ça dépend pas, même parfois, de la nationalité, ça dépend des aléas des décisions administratives d'un État. Concernant la question des paradoxes, moi, j'ai réfléchissais comment aborder un sujet si vaste et si complexe. Je vais bien sûr, à la fin de mon intervention, donner quelques pistes pour ce qui pourrait être un cadre régional pour aborder la question de la migration irrégulière en Méditerranée. Je travaille sur la Méditerranée, la coopération euro-méditerranéenne et l'immigration depuis plus de 20 ans. Mais je pensais que c'est quand même pas inutile de partir de quelques paradoxes et quelques malentendus. Concrètement, 4. Je vais être très télégraphique pour ne pas bouffer le temps de mes collègues. La première paradoxe, c'est la paradoxe de la migration légale, les manques de voies de migration légale vers l'Europe aujourd'hui, alors qu'on a besoin des migrants de tous les profils, migrants bien sûr qualifiés, mais aussi migrants non qualifiés. Et seulement en Espagne, les pays d'où je viens, la Banque centrale, pas des professeurs activistes, a calculé qu'on a besoin de 1 million de nouveaux migrants par année pour les 25 prochaines années. Pour l'Europe, c'est entre 8 et 10 millions de migrants nécessaires pour soutenir les systèmes de pension, le système de l'État-providence, et pour remplir les besoins du marché de l'emploi. Et pourtant, on n'y a pas de voies légales de migration pour ces pays. Ça, c'est la première paradoxe qui me semble important de signaler. La deuxième paradoxe concerne les sujets qui étaient abordés
tout à l'heure par la représentante de l'OIM des mineurs non accompagnés. Là, je les vois pas depuis le Maroc comme elle l'a fait tout à l'heure, mais depuis l'Espagne. Et le paradoxe consiste au fait que même si la famille, l'état d'origine, l'état de destination sont d'accord pour faciliter un retour et un accompagnement dans les pays d'origine, ce n'est pas possible aujourd'hui juridiquement. Parce que les moments où un mineur non accompagné pose son pied dans le territoire espagnol ou européen par ailleurs, il est mis sous la tutelle d'un juge et c'est ces juges et seulement ces juges qui décident et d'habitude, en fait, il y a maintenant un cas exactement de ça, 104 mineurs qui avaient été retournés au Maroc en 2021 avec l'accord de toutes les parties impliquées. Pour les familles, c'était pas si clair que ça c'est vrai, et les responsables des autorités espagnoles qui ont procédé à ces retours sont aujourd'hui sous poursuite judiciaire à cause de ça. Donc, pour moi, c'est un paradoxe lié à la migration irrégulière des mineurs non accompagnés. Le troisième paradoxe, ça concerne justement la coopération euro-méditerranéenne. Je vous invite à aller chercher dans les sites web de l'Union pour la Méditerranée, la migration est complètement absente. Mais c'est pas la première fois. Depuis 1995, on a les partenariats euro-méditerranéens. Allez chercher, qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ans de coopération euro-méditerranéenne dans les domaines de la migration? Pratiquement rien. Ou je dirais même strictement rien. Et par contre, on a de plus en plus investi sur des accords bilatéraux avec les États du pourtour sud de la Méditerranée. Quatrième paradoxe qui me semble important, sur les causes de migration. On sait aujourd'hui que les causes principales de migration, au-delà du changement climatique, au-delà même des conflits, les causes principales restent la démographie et les écarts de revenus, surtout de la migration économique et de la migration irrégulière. Et la démographie, ça suit sa propre dynamique, on ne peut pas influencer à court terme. Les écarts de revenus, non plus à court terme, mais ça reste la cause principale de la migration irrégulière aujourd'hui. Or, qu'est-ce qu'on fait depuis l'Union européenne? Je vous donne quelques chiffres et après vous tirez votre conclusion. L'Espagne, pays dont je viens, reçoit entre 2021 et 2025 79 milliards d'euros dans les fonds dans les cadres du Fonds pour la récupération et la résilience. Ça, c'est 284 euros par habitant et par an en Espagne pendant ces 6 années. Plus les fonds structurels européens, c'est encore 100 euros par habitant et par an pour l'Espagne. Des fonds dons gratuits pour promouvoir le développement de l'Espagne. Le Maroc reçoit en moyenne 228 millions d'euros par année de l'Union européenne. Ça fait exactement 6,34 euros par habitant et par an. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que malgré ça, l'écart des revenus n'a pas augmenté. Ça passait entre l'Espagne et le Maroc de 5,2 fois à 5,33 fois. Ça a augmenté légèrement. Mais si on voit la différence d'investissement entre nord et sud de la Méditerranée, c'est quand même extraordinaire que ça n'a pas augmenté beaucoup plus. Pour moi, ça me semble un paradoxe important. 4 malentendus qui me semblent importants pour éclaircir la question de la migration irrégulière. Je sais que je vais provoquer quelques réactions, c'est ça l'objectif aussi d'un débat, mais non, le Maroc n'est pas un pays de destination, désolé. Ça, les Européens sont très contents de l'écouter, parce que dans la mesure où c'est un pays de destination, ils vont pas continuer vers là. Il y a certes, comme on a dit tout à l'heure, une migration historique vers le Maroc, mais très marginale et très petite, soyons sérieux. Et d'habitude, pas originée par la migration irrégulière. C'était bien légal et bien régulière.
La migration irrégulière, c'est une migration de transit au Maroc. S'ils restent, c'est parce qu'ils n'y ont pas, et on parle des étudiants aussi. Il y a 15 000 étudiants sous-sahariens, d'Afrique sous-saharienne au Maroc. Ils sont là volontairement, évidemment. Mais ils n'ont pas une intention de migrer au Maroc et de s'installer au Maroc, pour la plupart. Après, les aléas de la vie fait que quelques-uns restent. C'est normal. Mais la migration irrégulière au Maroc, c'est une migration de transit. Et considérer seulement l'inconnu le plus important de la migration au Maroc, c'est combien de 46 000 migrants régularisés au Maroc restent au Maroc aujourd'hui. Parce qu'une grande partie, qui on ne sait pas combien, ont déjà passé de l'autre côté, ou continuent à l'essayer. Donc, c'est pas ce que j'appelle une volonté de migrer vers le Maroc. Donc, pour moi, c'est important, un malentendu important. Deuxième malentendu, c'est l'effet qu'on peut contenir l'immigration sans faire dommage à la mobilité. Et je parle ici des questions de visa qui est fondamentale. On est en train de normaliser de plus en plus une situation d'apartheid international où les personnes qui ont la malchance à cet effet d'être nées dans des pays moins développés avec des flux de migration irrégulière importants n'ont pas le droit d'accès au reste du monde. Et ça, c'est une politique discriminatoire qui n'est pas, on a parlé tout à l'heure des droits de l'homme. Les premiers droits, c'est l'absence de discrimination. Et la politique de visa, c'est une politique par définition discriminatoire. Je dirais même plus, les standards actuels qui a déjà été mis en place par la France, mais dont l'Union européenne est l'origine en réalité, de punir les pays qui n'acceptent pas leurs nationaux, la réadmission de leurs nationaux par la réduction du numéro de visas octroyés, ça c'est exactement la définition de punition collective. On punit une population d'un pays par les comportements de ses autorités nationales. Et ça c'est exactement la définition de punition collective que tous on s'empresse à critiquer quand c'est en Palestine ou ailleurs. Ça c'est exactement la définition de punition collective. Troisième malentendu qui me semble très important, c'est un problème européen. Ça, on écoute très souvent au Maroc, ou c'est un problème marocain. La même chose. Non, déjà pour commencer, c'est pas un problème, c'est une réalité, la migration. Et la migration irrégulière même, c'est pas un problème, c'est un dysfonctionnement. Parce qu'il n'y a pas de voies de migration légale, on arrive à des situations de migration irrégulière. Et les solutions ne peuvent pas venir que d'une approche intégrée, conjointe et coopérative. Parce qu'il s'agit, par définition, d'une question internationale, entre nations, entre pays. Quatrième, donc c'est pas un problème marocain, c'est pas un problème européen. Quatrième et dernier malentendu, à mon avis, c'est les malentendus sur les politiques migratoires. Et là, le cas du Maroc est très clair. On essaie de projeter sur les pays d'origine des migrants ou de transit des migrants les mêmes modèles de politique migratoire qu'on applique en Europe. Et les situations sont complètement différentes. Pour l'accueil qu'on donne aux migrants en Europe, dans les pays de transit, c'est impossible. Parce qu'on crée des problèmes moraux sérieux de discrimination de la population locale. Pourquoi est-ce qu'on va donner des bons alimentaires à des migrants en transit, alors qu'il y a une partie de la population qui aurait besoin de ces bons alimentaires aussi, de la population nationale, ou la même chose pour des autres prestations. La question de la régularisation se pose pas du tout de la même façon dans les pays où il y a un grand taux d'informalité dans les marchés de l'emploi et dans l'économie, que dans des pays où l'informalité est beaucoup moins normalisée, où les problèmes de l'intégration aussi se posent de façon très très différente dans des pays où il y a une grande partie de la population qui est exclue du marché de l'emploi et des prestations sociales, que dans des pays où c'est pas le cas. Alors les politiques migratoires ne peuvent pas être les mêmes. Et à mon avis, c'est ça les grandes erreurs qui a conduit à une politique migratoire incomplète, je dirais, au Maroc,
qui, même dans son incomplétude, n'a pas été mise en œuvre de façon cohérente après 2018 en tout cas. Voilà les malentendus et les paradoxes. J'ai fini par 4 pistes pour réfléchir sur une approche régionale pour aborder la question de la migration. Pour moi, il y a un point de départ nécessaire, un fondamental, c'est le respect des droits de l'homme et l'approche humanitaire. Et ça, pour moi, surdétermine toute autre approche. Et là, c'est pour ça que je questionne toujours cette division qui est très logique pour l'OIM ou pour la ACR entre réfugiés ou demandeurs d'asile et migrants économiques ou par d'autres raisons. Non, du point de vue humanitaire, c'est personne en situation de vulnérabilité ou personne en situation de besoin. Et ils sont les droits, d'après les droits humanitaires internationaux, d'être assistés. Et un État comme le Maroc, à mon avis, a tort de sous-traiter cette assistance à des organisations internationales, à des ONG internationales. Et il y avait un moment entre 2016 et 2018 où apparemment l'entraide nationale, qui c'est l'institution qui s'occupe de l'assistance sociale pour les Marocains, s'est impliquée dans l'assistance aussi aux migrants vulnérables. Après 2018, ça a été finalisé. Et à mon avis, c'est une partie des activités régaliennes d'un État quelconque, assister aux personnes en besoin, en situation de vulnérabilité dans ce territoire. Première question. Deuxième question, sur les cadres régionaux, j'ai dit tout à l'heure parmi les paradoxes, c'est la multiplication des accords bilatéraux. On a fait des accords bilatéraux sur la migration avec la Tunisie, avec l'Égypte, avec le Liban, avec la Mauritanie, et apparemment on est en train de négocier quelque chose avec le Maroc aussi. Et moi, je pense qu'il faudrait être conséquent, et puisqu'on agit d'un problème régional qui se pose dans les mêmes termes. J'ai travaillé beaucoup en Tunisie, j'ai travaillé en Égypte, j'ai travaillé au Maroc. Il se pose exactement dans les mêmes termes. Les noms des acteurs changent, sauf l'OIM qui reste partout et l'HCR qui reste partout. Mais pour les restes, se pose exactement dans les mêmes termes, un peu partout, avec des petites variations, développer un cadre régional pour aborder cette question, qui permettrait, entre autres, créer des voies légales pour la migration vers l'Europe. Aujourd'hui, les seules voies légales dans le cadre de la coopération, c'est les skills partnerships ou les partenariats des talents qui concernent quelques dizaines de personnes par projet. Donc absolument marginal par rapport au flux dont j'ai parlé tout à l'heure. Troisième question, et là je vais être provocateur aussi par rapport à la sensibilité que je vous suppose sur la migration, les retours. Moi, je sais que je vais contre-court, mais je pense qu'il faut reconnaître les droits d'un État à décider qui peut entrer dans son territoire et qui peut pas entrer dans son territoire. Sans cela, il n'y a pas État. Soyons clairs. Si on n'a pas le droit de décider qui entre dans mon territoire, or, les nationaux qui, après la loi internationale, ont le droit d'entrer dans mon territoire, il n'y a pas d'État. Alors, il faut aborder aussi, dans cette cadre régionale, la question du retour. Ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est très clair. Pourquoi les pays d'origine ne veulent pas souvent reprendre même leurs nationaux? La question des nationaux des pays tiers, c'est une autre question où vraiment l'Union européenne s'est obséquiée un peu idiotement. Mais pour les nationaux des mêmes pays, il faut offrir des incitations pour que tous les pays, tous les acteurs trouvent son compte. Et aujourd'hui, ces incitations ne sont pas en place. On offre des petites miettes pour la réintégration, on accompagne un peu, mais les pays d'origine ont souvent beaucoup plus de problèmes politiques, sociaux et autres liés au retour que des avantages. Donc, il faut reconnaître, à mon avis, les droits des États à décider qui peut rester, et donc la migration irrégulière reste irrégulière, et les États ont le droit de retourner, pourvu que l'État d'origine est prêt à reprendre leurs nationaux, et ils sont prêts s'ils ont des incitations suffisantes pour le faire.
Et j'ai fini avec ça, j'étais un peu plus long que prévu, mais pas beaucoup. Et question finale qui me semble très important, c'est reprendre une dynamique et une logique de développement dans la coopération euro-méditerranéenne. On a vu comment on a remplacé la logique de développement par une logique de sécurité, de plus en plus, comment la conditionnalité qui on critiquait déjà quand il était axé sur les valeurs et sur le respect des droits de l'homme, aujourd'hui c'est axé sur le contraire, sur la contention des flux migratoires. Et les week-ends, il y aura à Barcelone une grande réunion de la société civile euro-méditerranéenne, promue par Josep Borrell, représentant de l'Union européenne pour la politique extérieure. C'est très intéressant. Ils vont sortir une déclaration sur la humanité partagée. Donc, on a passé du développement et la prospérité partagée à l'humanité partagée. Moi, honnêtement, j'ai pensé que c'est une chose qui est au début du XXe siècle, il faut pas souligner. Parce que s'il faut souligner même ça, on est vraiment baissé beaucoup les standards. Donc, récupérer une logique de développement dans le cadre de laquelle les migrations, c'est un flux, une manifestation de dynamique économique et sociale comme une autre, et normaliser la question des migrations. Et je sais que c'est très difficile en Europe aujourd'hui. Je sais de quoi je parle, mais il faut pas perdre les boussoles de où est-ce qu'on veut aller. Et la migration irrégulière, c'est un bon test pour cela. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Martin. Vous avez bien mis en lumière les paradoxes de la gestion migratoire, comme le besoin de manœuvre face au manque de voies légales et les malentendus autour de la coopération régionale. Vos propositions qui sont centrées sur une approche qui est intégrée et aussi humanitaire, c'est très important pour et qui offre justement des pistes plus concrètes pour avancer pour la gestion de cette crise migratoire. Passons maintenant à Madame Aurélie Eragne. Alors, Madame Aurélie, elle travaille depuis près de 15 ans dans le domaine de la protection des droits de l'homme et la lutte contre les discriminations. Elle exerce actuellement en tant que chef de division de protection des droits des étrangers au sein du Conseil national des droits de l'homme. Elle contribue notamment à travers ses fonctions à la définition et la mise en œuvre du plan d'action du Conseil relatif à la protection des droits des personnes en migration, et elle est également responsable des partenariats en la matière. Madame Aurélie, pouvez-vous nous expliquer comment le CNDH aborde la question de la migration, surtout des étrangers en situation irrégulière, au Maroc, notamment autour des volets de séjour et accès aux droits sectoriels? Et quelles sont les principales actions entreprises pour assurer le suivi de ces recommandations? Et enfin, comment cette dynamique s'inscrit-elle dans le cadre des efforts régionaux en matière de la migration? Merci. Merci beaucoup, bonjour à toutes et tous, et merci aux organisateurs et organisatrices d'avoir convié le Conseil à participer à ce temps d'échange, surtout dans ce format-là, où on n'est pas dans des amphithéâtres pleins et où ça facilite aussi les échanges et les discussions. Vaste question, je vais essayer de respecter le timing. Peut-être, si vous me permettez en introduction, juste de recontextualiser un peu d'où je parle, pour expliquer l'approche qui va être la mienne sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Mais je suis contente parce que ça va faire le lien beaucoup avec des choses de votre intervention. Pour rappel, pour ceux et celles qui connaîtraient pas, donc le Conseil national des droits de l'homme, c'est donc une institution nationale indépendante, reconnue par la Constitution, qui a un mandat large. L'institution est chargée de connaître de toutes les questions relatives à la protection et à la promotion des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire, de travailler à la protection et l'effectivité de ces droits, de la dignité des personnes, des libertés individuelles. Tout ça dans un cadre en conformité avec les engagements internationaux. Donc, dans ce contexte-là, le Conseil a aussi pour mandat de contribuer au renforcement de systèmes
de protection des droits de l'homme au niveau national. Je précise que le CNDH, parce que c'est une particularité au sein du système des CNDH au Maroc, le siège est à Rabat, mais il y a aussi des commissions régionales sur l'ensemble du territoire, ce qui soutient grandement notre travail, notamment de monitoring de la situation spécifiquement des étrangers, mais c'est valable sur toutes les questions de protection des droits sur l'ensemble du territoire. Donc dans ce cadre-là, on a des attributions diverses et variées, comme tout INDH, puisqu'il y a des INDH dans de nombreux pays à travers le monde. Ça va être la formulation d'avis, de recommandations, de rapports, soit sur des thématiques générales de protection des droits, soit sur un sujet spécifique, sur une problématique particulière, des rapports qui peuvent être rendus publics ou pas, ça dépend des sujets. On fait tout un travail de promotion, d'harmonisation de la législation nationale avec les engagements internationaux et le référentiel juridique international. On contribue aussi aux interactions avec les instances onusiennes de protection des droits de l'homme. On aura l'occasion d'y revenir sur les dynamiques régionales et internationales sur le sujet. Donc, je précise tout ça pour dire qu'en tant qu'INDH, on n'est pas acteur de mise en œuvre. On n'est pas acteur de mise en œuvre de la politique publique, mais sur la base de notre travail de monitoring, des constats qui sont faits, on essaye de soutenir la formulation et la mise en œuvre de politiques publiques qui soient conformes au référentiel en matière de protection des droits de l'homme, puisque c'est notre socle de base et que c'est par ce prisme-là que du coup on aborde la question de la protection des droits des étrangers en général et la question plus spécifique des étrangers en situation administrative irrégulière sur le territoire. Donc la question de l'irrégularité du séjour des étrangers, elle est abordée par ce prisme de protection des droits fondamentaux, qui était un des enjeux importants que vous soulevez. Alors peut-être, je fais le lien aussi avec, il y a un questionnement ou une remarque qui avait été faite, mais qui est en lien aussi avec ce que vous aviez dit sur la question et de l'irrégularité et de l'absence de légitimité ou pas. Et la question de quelle représentation on a aussi de qui est irrégulier sur le territoire marocain. Alors évidemment, en tout cas pour nous, la question de l'irrégularité est à l'opposition de la question de l'illégitimité. Vous souliez la question des visas, voilà, qui est légitime à voyager ou pas, ou qui a le droit de voyager ou pas. En termes de droit international, toute personne a le droit de circuler librement. De manière opérationnelle, vous parliez de la question des visas, en fonction déjà de la couleur de notre passeport, on a la possibilité de voyager plus ou moins librement. Et ça impacte aussi qui est en situation administrative régulière ou irrégulière sur le territoire marocain. Je dis ça parce qu'on parle beaucoup de la question de l'irrégularité administrative au regard du séjour, mais aussi au regard de l'emploi. On se pose assez rarement de la question de la régularité du séjour des Européens au Maroc. C'est une vraie question, quand même, qui, du coup, n'impacte pas la même chose en termes de vulnérabilité ou pas, pour d'autres questions, mais il y a quand même un nombre important de ressortissants européens qui vont, par exemple, faire les allers-retours parce qu'ils ne sont pas soumis à visa, donc des Français qui vont faire des allers-retours de séjour de moins de 3 mois entre la France et le Maroc, ils sont pas soumis à visa, ils ont cette possibilité-là, parfois ils travaillent, ils se posent la question de leur situation administrative régulière ou pas. Sauf que du coup, ça n'a pas le même impact en matière de vulnérabilité parce que eux, ils rentrent et ils sortent de manière libre et on leur colle rarement l'étiquette de migrants en situation administrative irrégulière. Donc, je fais juste petit, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est important en termes de déconstruction aussi de qui sont les personnes en migration, qui sont les personnes en situation administrative irrégulière. On a souvent cette image du la personne en situation administrative irrégulière au Maroc serait un migrant d'Afrique de l'Ouest ou centrale, arrivé à pied, qui aurait traversé je ne sais pas combien de pays et se serait soustrait à la surveillance des autorités et serait en situation administrative irrégulière. Dans le cadre de notre travail au quotidien de protection et de gestion des plaintes, on reçoit énormément de gens qui sont arrivés par avion avec un visa ou en situation administrative régulière et où un certain nombre de difficultés liées à la mise en œuvre de procédures administratives ou liées au cadre juridique ont basculé en situation administrative irrégulière. Donc c'est important aussi de déconstruire un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur qui sont les étrangers en situation administrative irrégulière au Maroc. Donc l'irrégularité de la situation administrative, nous on l'aborde par le biais de la protection des droits fondamentaux puisque cette irrégularité va potentiellement mettre les personnes en situation de vulnérabilité. Et donc, c'est à ce titre-là qu'on se préoccupe de cette question-là. C'est une préoccupation qui a été formulée notamment en 2013, ça a été évoqué un peu ce matin,
dans le cadre d'un rapport dont le résumé exécutif a été publié par le CNDH, dans lequel l'institution appelait à l'élaboration d'une nouvelle politique en matière de migration et d'asile, basée sur les droits de l'homme, et qui appelait à à l'élaboration d'une nouvelle politique composée de 4 composantes majeures, dont une consacrée spécifiquement à la question des étrangers en situation administrative irrégulière. En introduction de ce rapport, il y a 2 rappels importants qui sont faits. La première, c'est de dire, en lien avec ce que vous disiez, que l'approche droits de l'homme constitue la seule dimension pertinente pour élaborer une politique publique en matière de migration et d'asile pérenne, et qui doit être fondée sur la protection des droits fondamentaux, indépendamment de la situation administrative des personnes concernées. Deuxième point, c'est que s'agissant notamment des zones frontalières, il ne s'agit évidemment pas de contester le droit des autorités marocaines à contrôler l'entrée et la sortie du territoire, mais de dire que dans le cadre de ces dispositifs de gouvernance des frontières, la protection des droits doit être au cœur des dispositifs qui sont mis en place, encore une fois, indépendamment de la manière dont les personnes concernées rentrent ou sortent. Donc, pour répondre à votre question sur quelles sont les recommandations et ce qu'on met en œuvre sur le sujet, dans le cadre de ce rapport qui est appelé à l'élaboration d'une nouvelle politique, l'axe qui était consacré aux étrangers en situation administrative irrégulière composait 2 parties. D'abord, travailler sur la question du séjour. Donc c'est dans ce cadre-là que le Conseil avait appelé au lancement d'une opération exceptionnelle de régularisation. Pourquoi ? Parce que le constat était qu'il y avait un nombre important d'étrangers qui résidaient sur le territoire marocain qui pouvaient remplir les critères pour obtenir la régularisation de leur situation administrative sur le fondement de la loi, parce que conjoints de Marocains ou de Marocaines, parce que des gens qui travaillent, parce que des gens qui résident sur le territoire depuis très longtemps, mais que les critères cumulatifs généraux de la loi 0203 ne leur avaient pas permis de pouvoir obtenir un titre de séjour sur le fondement du droit commun. Dans la loi 0203, pour faire court, il faut être entré régulièrement et être encore en séjour régulier au moment où je dépose ma demande de titre de séjour. Donc rien que ces 2 critères-là, avec les difficultés administratives de mise en œuvre de la procédure, génère parfois le fait qu'il y ait des gens qui basculent dans l'irrégularité de séjour, alors même que les conditions de base relatives à l'intégration socio-économique, aux liens personnels et familiaux au Maroc sont remplies. Donc il y avait cet appel-là à lancer une opération de régularisation. Il y en a eu 2, en 2014 et 2016-2017, dont on pourrait discuter après dans les échanges des modalités de mise en œuvre et des conclusions. Mais cette recommandation-là, elle allait de pair avec une autre, qui est de dire il faut réformer le cadre légal actuel sur l'entrée et le séjour des étrangers au Maroc. La loi 0203, elle a été adoptée en 2003. Donc ça, c'est important aussi de remettre le focus sur le contexte d'adoption d'un texte. On est en pleine lutte contre le terrorisme, l'adoption d'une loi sur la lutte contre le terrorisme. Donc on a une dimension sécuritaire importante dans ce texte, dont il ne s'agit pas de se débarrasser complètement, mais peut-être de faire un rééquilibrage en tenant compte des constats qui ont été faits dans le cadre des opérations de régularisation et qui ont montré qu'il y avait des gens qui avaient un ancrage fort avec le territoire, mais qui étaient dans l'impossibilité de régulariser leur situation administrative. Donc ça, c'est sur le volet séjour. Sur les opérations de régularisation, le Conseil donc a eu un rôle important, puisque du coup c'est sur notre recommandation que ça a été initié. Ça a été un format quand même assez inédit dans la région, puisqu'il y avait une contribution forte des acteurs de la société civile, et que le Conseil présidait la commission de suivi et de recours qui était chargée de suivre la mise en œuvre de cette opération. Donc c'est un travail qu'on continue à faire, même si les opérations de régularisation sont terminées, puisque aujourd'hui, comme le deuxième pendant de cette opération de régularisation, qui était la réforme sur le séjour, n'a toujours pas eu lieu, on a une problématique qui a été soulevée dans le panel de ce matin, de personnes qui remplissaient les conditions pour la régularisation de leur séjour, qui ont bénéficié d'un premier titre, mais qui aujourd'hui ne parviennent pas ou très difficilement à renouveler ce titre de séjour, parce qu'on est rebasculé dans le cadre du droit commun et que les conditions sont toujours les mêmes. Deuxième volet, sur la protection des droits fondamentaux. C'est le deuxième volet qui était important dans ce rapport-là, de dire que, au-delà de ces questions de séjour, il y a un impératif de protection des droits, indépendamment de la situation administrative des personnes concernées. Notamment, je peux prendre quelques exemples, après on pourra y revenir largement dans les discussions, mais par exemple, préservation du droit à l'identité.
C'est une recommandation qui a été faite face au constat des difficultés d'enregistrement à l'état civil pour des enfants nés au Maroc de parents qui étaient en situation administrative irrégulière. Donc ça, c'est un travail qu'on continue à faire. Le cadre légal le permet. Il y a encore des difficultés opérationnelles. Donc on met en place des actions de renforcement de capacité, des ateliers avec des officiers d'état civil pour essayer de soutenir l'effectivité du droit à l'identité pour ces enfants, parce que l'absence d'état civil, comme vous le savez, est un frein majeur pour l'ensemble de l'accès aux droits, y compris sur des enfants, des nouveau-nés, sur des difficultés majeures d'accès aux soins et notamment à la vaccination. Donc ça, c'est un travail qu'on continue à faire. Le cadre légal est clair, mais c'est la mise en œuvre qui continue parfois à poser des difficultés. Deuxième volet, l'accès à la justice, par exemple, avec des difficultés d'accès à la justice, notamment pour les étrangers qui sont en situation administrative irrégulière, liées au fait, on en a un petit peu parlé en filigrane ce matin, mais on ne s'est pas attardé là-dessus, et ça, c'est une conséquence de la loi 0203. Quand vous êtes en situation administrative irrégulière, la loi prévoit non seulement la possibilité pour les autorités de prendre à votre encontre des sanctions administratives, par exemple un arrêté d'expulsion, une mesure de reconduite à la frontière, mais aussi des sanctions pénales. Donc forcément, quand vous êtes en situation administrative irrégulière, il est compliqué d'aller s'adresser aux autorités compétentes pour faire valoir vos droits ou pour déposer plainte si vous êtes victime, quand se surajoute ce risque de sanction du fait de votre situation administrative. Donc là-dessus, il y a eu tout un travail de suivi, notamment le CNDH a soutenu la réalisation d'une étude faite par un magistrat sur l'accès à la justice des étrangers au Maroc, notamment en situation administrative irrégulière. Et donc on suit la mise en œuvre des recommandations qui ont été émises dans le cadre de cette étude. Et puis un troisième volet sur les zones frontalières. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'en ai pris que quelques-uns qui me semblaient pertinents. C'est tout le travail de renforcement des capacités à destination des autorités chargées de l'application de la loi pour préservation et protection des droits de l'homme dans la manière dont on gère les zones frontalières, les questions d'arrestation, etc., etc. Pour finir sur la dynamique régionale, parce que je pense que j'ai beaucoup parlé déjà, évidemment, le Conseil ne fait pas ce travail seul. Quand je parlais du rapport de 2013, le rapport qui a été fait par le CNDH et dont les recommandations ont été validées par le roi pour lancer la politique nationale d'immigration et d'asile, il n'a pas été fait par le CNDH seul. Il y a un travail permanent en interaction avec les acteurs de la société civile, avec les organisations internationales, avec les départements ministériels qui sont concernés. Et on essaye, sur le plan national, on a des partenariats avec le HCR, on travaille aussi avec l'OIM, on est en lien permanent avec les acteurs de la société civile pour tout le volet de protection. Mais il y a un travail aussi qu'on essaye de mettre en place au niveau régional. On l'a dit, la question, et non pas la problématique, les questions relatives aux migrations ont une dimension régionale, d'autant plus dans le contexte africain, puisque contrairement à une idée reçue et très souvent relayée en Europe en tout cas, surtout en France, le pays dont je viens, qui est très fanat de ça, de parler beaucoup des flux migratoires de l'Afrique vers l'Europe. Les migrations africaines, leur première caractéristique, c'est qu'elles sont intra-africaines. Donc il faut traiter cette question sur le plan africain et soutenir les modalités de coopération au niveau régional. Donc nous, en tant qu'INDH, on essaye de travailler en collaboration, notamment dans le cadre de dispositifs régionaux. Il y a le réseau RINAD, le réseau des INDH sur le plan africain, au sein duquel on a créé, je dis on, les INDH, ont créé un groupe de travail spécifiquement consacré aux questions de migration et d'asile, qui rassemble des représentants de chacune des sous-régions pour essayer de travailler ensemble. Alors, initialement, c'était sur la mise en œuvre du pacte mondial. Ce groupe de travail, il a été créé en parallèle des travaux de l'adoption du pacte mondial à Marrakech, pour suivre la mise en œuvre, mais on essaye aussi de développer et des modalités de travail entre INDH pour des situations de protection individuelle ou plus collective en fonction des situations, et puis de réfléchir à comment on peut, dans le cadre de nos mandats respectifs et dans le cadre de nos interactions avec nos États respectifs, soutenir de nouvelles modalités de réflexion et de coopération régionale sur le traitement des questions migratoires. On s'implique aussi dans le cadre d'autres types de dialogues. Par exemple, il est arrivé que le CNDH intervienne dans le cadre de réunions thématiques tenues dans le cadre du processus de Rabat, par exemple,
toujours dans cette idée de soutenir l'intégration et la prise en considération de cette dimension droits de l'homme dans le cadre des différents dispositifs de gouvernance qui seraient à l'œuvre. Voilà, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais m'arrêter là pour qu'on puisse laisser la place aux échanges. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Aurélie, pour votre intervention et d'avoir d'abord contextualisé votre intervention par rapport au mandat du CNDH. Et également, c'était très intéressant de vos perspectives par rapport aux deux axes, le séjour et aussi des protections des droits fondamentaux. C'était important aussi de mentionner la question de l'irrégularité au moment du séjour et de l'emploi et la question des ressortissants européens et la protection et de mettre la protection des droits des personnes au cœur des dispositifs. Donc, c'était vraiment intéressant de mentionner ça. Et maintenant, nous allons tourner vers Dr Norman Simpia. Dr Norman est professeur associé à l'Université Mohammed VI de Polytechnique, titulaire d'un doctorat en politique internationale de l'Université Kingston au Royaume-Uni. Et il a enseigné dans plusieurs pays dans la France, Royaume-Uni et Maroc. Sa recherche, elle porte principalement sur les relations internationales, le lien entre sécurité et développement, ainsi que sur la prise de décision migratoire, avec un accent particulier sur l'Afrique et l'Union européenne. Il participe au projet Horizon de l'Union européenne, Dynamique, et a publié de nombreux travaux dans Africa Rising, Navigating the Nexus Between Rhetoric and Emergent Reality. Donc, je laisse la parole à Monsieur Norman, mais je voulais vous demander la question suivante. Comment les accords de mobilité influencent-ils les décisions migratoires des populations? Et quel rôle jouent ces accords dans la réduction des migrations régulières? Et est-ce qu'il y a des exemples de coopération régionale qui ont particulièrement bien fonctionné dans ce domaine? Donc, je vous laisse présenter votre présentation. All right. I have to apologize. I'm going to speak in English, but my French is so bad. Yeah. Right. So, okay. Thank you very much. So I was thinking I'm apologizing because I'm going to speak in English. I hope we can all understand English. I will be giving a synthesis of your intervention. Maybe at some point I will have to stop you so that I give them. Okay, yeah, that will be fine. Yeah, yeah. I think we may have to do without it. I have some things I wanted to show you, some statistics that. Okay, so the title of the project that we are working on is an EU-funded project. It's called Dynamic. It looks at migrant decision making. So I need to keep watch of the time. Yeah, migrant decision making. Why do migrants make the decisions they do? Now, we collected data, for example, in Casablanca and Rabat. We got ethics clearance, so we followed all the due protocols. So we interviewed sub-Saharan migrants. We also interviewed Moroccan aspiring migrants. Altogether, the between was like 43 people. It's a mixture of men and women, and the age group was around between 18 to 63. That's the kind of like age group that we were looking at. Yeah, and it was men were 26, the female were 17. Languages included English, French, Arabic, and sometimes we mixed the two. Yeah, so there's still nothing here. Yeah, unfortunately. And the countries that we encountered were the migrants were mainly from Morocco, Ivory Coast, Cameroon, Guinea, Conakry, Nigeria, Mali, Togo, Ethiopia, Sudan, Liberia, Ghana, Senegal, and France. Yeah. Okay. Yeah. So yeah. Right. So that is some of the data. So I first start with that to give you kind of like the lowdown of what you're trying to do. Yeah. If you go back a bit, that's the place. We went to Rabat and Casablanca. And the age groups, so the respondents, we had 26 men and 17 women. Yeah. Yes, level of education, we had, from none to PhD level. So it kind of like, it was a mixture again. And then the reason for migration, why were they here? Some for work, others
conflict that pushed them out of their countries. Others wanted a better life. Majority, yes, wanted a better life, but you also have work, study, and also other reasons that were not really very clear. And then also we have a pursuit of happiness. Some are basically fleeing death. And if you look at the status in Morocco, for example, we had a few employed people, well, around 8. We have a lot of unemployed. We have a few self-employed. And so some of them were underemployed. So they have their qualifications, but they're not doing the jobs to the station that they've been trained. And then we had students. Yeah. And so just kind of like have that in mind as we proceed. Yes, these are the countries of origin. Yeah. And what I want to talk about is cooperation and migration, looking at migration, development nexus, mobility, and open borders. Yeah. Now, to give you a bit of context, if you look at the human security challenges that emerge for migrants, but also you mix that with increased global mobility, the revenues countries get from remittances, cooperation migration has become imperative. So from security to development, these are all interlinked. And what are the forms of cooperation that we have? We do have bilateral agreements. First of all, between the North and South. I think my colleague touched on it. For example, between Morocco and the UK. The person who's a British national can come in for 3 months, do some work, and go away. And also, I think we have bilateral agreements between, for example, Morocco and Canada, etc. Then we do have Africa and the GCC states on movement. Here, for example, you have countries like Kenya that are negotiating bilateral agreements with these countries for labor mobility. And then we have kind of like the non-regional bilateral agreements, which is also of interest for us, especially from the data that we found. You have Morocco as a member of ECOWAS, but it has bilateral agreements with countries like Cote d'Ivoire, Senegal, and so forth. But one of the original kind of like element of cooperation is within the regional context. In that countries in the same region, for example, in Africa, you have ECOWAS, SADC, East African Community, have mobility agreements, freedom of movement of goods, services, and people. And so these are some of the cooperation frameworks that we have. To give you a bit of maybe conceptual perspective, and as doing some research I found, this falls within the migration development nexus. And here, basically, this has become very popular today. As you can see from the literature, I looked at the paper by Zaik and Godim, and I found out that there are over 8,000 articles which have been published since 2002, when Sorensen and Pedersen were working for, I think, produced a paper on IOM to do with the migration development nexus. Now, here basically, you can see that the central argument is rooted in the fact that migration is heavily connected to underdevelopment. That's the first hypothesis. Second hypothesis is that actually migration can be a medium to spur development. And so if you go back to what we discussed in the beginning, you can see, for example, migration as a medium for development. You look at countries getting remittances, or countries looking at ways of getting remittances. You look at, the best example is Kenya. It's been very aggressive in trying to get bilateral agreements with South Korea and most of the Gulf countries. Because the president of Kenya told the Kenyans, I don't need you home. I need you to go out there and make money. When you send it back home, then we shall tax the money for remittances. And remittances have begun to outstrip donor funding. And so countries see remittances as a viable option for raising revenue. So let's have that in mind as we look at the data. Now, the EU also has kind of like embraced the migration development nexus, but I think like the earlier presentation we had, there's an element of governance which has also been added to it. But for the EU, basically through the EU Trust Fund, for example, the EU invests in African development with the belief that maybe they'll keep the people within their countries. Because the idea is you give them opportunities, give them skills, then they'll stay in their countries of origin. Yeah.
The challenge that the EU is having is that, for example, in the Rabat process, is that countries from Africa are not very much interested in discussing return migration. And so when I was speaking to an EU official in Brussels, she was telling me we've tried to negotiate with African countries. They're kind of like non-committal on the issue of allowing returns into their country because of the issue of remittances. Because obviously when you go away, you want to support your family, you want to be able to kind of like put money into the family coffers, but also build something for yourself as a migrant. And I think I've touched on most of these points. So the question was, how does presence of mobility agreements impact on irregular migration? Is there a link? Is there a causal link? Or is there some sort of connection we can put to this? I don't know if you want me to stop and you interpret, or should I just continue? Yeah, maybe I will give at the end. At the end? Oh, fantastic. So if you go back to our findings, what I found here, I mean, this was not intended because initially we're looking at migrant decision making. But when we began to look at how people were willing to go back home or who was willing to go back home, we found, for example, if I first ignore the first slide, which talks about Moroccans, and they move to the link between bilateral agreements and the potential for people to move back home, we found out that most of the people from Anglophone countries in Africa that had come to Morocco maybe as a transit country, but now they viewed it as a country of settlement, they're willing to go back at some point. And these are mainly Ivorian, Cameroonian, Senegalese. But this is gendered. We found out that majority of these are women. Yeah, I think like 90% of these people whose countries had mobility agreements with Morocco, or for example, did need visas to come to Morocco and work for a bit, or women, and they're willing to go back. I'll talk about this a bit later. Now, when you look at Moroccan aspiring migrants, I kind of like try to compute the data that I got. I found that 70 plus of aspiring Moroccan migrants expressed an interest of coming back home at some point. That is after gaining skills and maybe some financial stability. They were willing to come back and settle. And also some of them expressed some nationalistic perspectives that maybe I want to come back and serve my country, you know, and so develop the country. And so I'm gaining these skills so that I can serve my country better. And maybe there's also a feeling here that they don't feel adequate, that with the education they've attained, they can be able to compete favorably. And this also feeds into the general conception that maybe a Western education is better or it gives you a competitive edge over those who have had an education at home. Yeah, something maybe to keep in mind. Now, majority of Moroccans who have returned had a good level of financial stability and were quite well educated. Those ones that we encountered. Yeah, but this doesn't cut across the board. This is just a small sample. Okay, if you go back to mobility agreements, we can see that most skilled sub-Saharan migrants from countries with mobility agreements with Morocco were more eager to go back at some point. Yeah. So these are people who are looking for work here. Maybe they've got a job for some time, they've gained experience, and then they want to go back home. And for those that were willing to go back, I found some frustrated people. For example, they failed to get jobs, especially through application by ANAPEC. For example, some are saying they put in application, they haven't got feedback. And so they've waited for years, no response. And so these ones were basically frustrated and willing to go back. Others was due to family pressure. They're being told, come back home. You know, you've been away for a long time, we need you home. And then others basically had failed to settle within the country, that they didn't feel maybe from a religious or cultural point of view, they didn't feel like they could settle into the country. Now, the other thing I found is that those who are fleeing persecution, so those from conflict areas, those who are running away from judicial processes, were not interested in going back home. I had a case of a gentleman who had lost the company car, and the boss wanted to arrest him. So he was Ghanaian, was working in Liberia, and the car was stolen from him, and basically was being hunted down. So he fled, and as you know, the route they take from Niger, Mali, they entered Algeria via Oran, and then they crossed into Morocco, and he wasn't willing to go back. And so that was one thing that I found quite interesting. Yeah, and those also who use irregular routes, whether their countries had mobility agreements or not,
were also less inclined to go back. Now, aspirations. Now, 90% of sub-Saharan migrants from non-Francophone countries expressed a desire to cross to Europe. Why? Because Morocco does not have a lot of mobility agreements with non-Francophone countries. So the people interviewed from Ethiopia, Sudan, Nigeria, Ghana, Liberia, this is the majority of group that I'm talking about. And these for them were more interested in going across to Spain and, settling there. And basically, yes, lack of bilateral agreements, but also cultural and linguistic challenges. Yeah. And then one thing also I found very interesting is that older migrants who had crossed into Morocco from sub-Saharan Africa were more predisposed to stay in Morocco. And they were very eager to maybe take advantage of the regularization that was offered some time back. But also, I found like the Nigerian and the Ghanaian, most older gentlemen, like in their 50s, were not very keen on taking that journey across the ocean. Yeah, okay. And interestingly, the young female migrants were not keen to stay. Again, these are from non-Francophone countries. So again, the women that we interviewed, for example, from Ethiopia and Nigeria, they were not really eager to stay. I think there was a case of a gentleman who had brought his girlfriend, and basically she was telling me, look, I want to go to Spain. But the boyfriend was thinking that she had come to stay with him. And so there's a disparity in aspirations because he engineered her travel from Nigeria as she came, but then when she came here for her, the dream was to go across. Well, for him, he's thinking marriage and settling in Morocco. And so these are some of the issues that we found. Now, conclusions. Yeah, the issue around open borders. Yeah, basically, the study reinforces to some extent the notion that the existence of mobility agreements between countries allows people to seek opportunities within that country and aim to go back at some point. Yeah, and due to the fact that there are transnational linkages, migrants are transnational by nature. When you go to another country, the tendency is always to stay connected to your home country, to make sure that you do projects there, support your siblings, make sure they go through school, build a house that you're going to come back to live in. And this has been cutting across in most of, if you look at Europe, for example, most migrants at a certain age, they move back home. So again, this is not, I cannot say it's 100%, because in some cases you have people who are fleeing persecution, people who don't want to go back because their lives are in danger. And so those ones, you can't put them in the same bracket. And lastly, yes, I talked about family connections, basically, and also the diaspora community is now quite strong all over Africa. The big demography that impacts on political decision making, that impacts on businesses, and also all other policies that countries may adopt. And we can see this is happening in Nigeria. I've seen this in Uganda, in Kenya, but also Morocco. We have a strong diaspora community that is engaging with the country at different levels, maybe on a national level, but also on individual levels. So it's always important to look into the bilateral perspective, because in this way you also you protect a lot of people, especially from a gender perspective. When we found out that sexual harassment, sexual abuse, things like rape, for example, were very predominant on the irregular migratory routes. Women as well as men were raped. And we had basically sad stories of, so many cases whereby a gentleman would stop, the trafficker would stop the car and say, look, I want to sleep with a woman in the car. And if she doesn't agree, I'm going to live in the desert. And the woman has to basically say, you know what, okay, let's do it so that we can all go, otherwise we're all going to die. And so if you have kind of like a regularized movement between countries, especially, for example, in Africa, then you're going to limit or you're going to reduce the instances
of such cases taking place on the migratory journey. Yeah, and yeah, I think that is it up in there. Thank you very much. Merci beaucoup, Dr Norman, pour cette présentation qui est riche en informations et je vais vous résumer les points clés abordés. Alors là, l'étude statistique, elle met en lumière plusieurs aspects liés aux aspirations migratoires et retour des migrants au Maroc et en Afrique subsaharienne. Par rapport aux aspirations des migrants marocains, l'étude a montré que 70% des migrants marocains souhaitent revenir après avoir acquis des compétences et des ressources financières. Et ceux qui reviennent présentent souvent un niveau d'éducation qui est élevé et une stabilité financière. En ce qui concerne les aspirations des migrants subsahariens, 90% des migrants subsahariens non francophones expriment leur désir de migrer vers l'Europe. Ce phénomène est en partie dû à l'absence d'accords bilatéraux entre les pays d'origine et le Maroc, ainsi qu'à des différences culturelles et linguistiques. Voilà. L'étude a aussi montré une spécificité par rapport aux jeunes femmes non francophones qui sont plus enclines à traverser vers l'Europe, tandis que les hommes plus âgés tendent à rester au Maroc. Par rapport au retour des migrants, l'étude a montré que les migrants qualifiés en provenance de pays d'Afrique subsaharienne ayant des accords de mobilité avec le Maroc, comme le Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Sénégal, sont plus susceptibles de retourner dans leur pays d'origine. Les femmes en particulier, ils montrent une grande volonté à se retourner dans leur pays grâce aux opportunités d'études et de travail offertes par ces accords. Et en revanche, les migrants ayant utilisé des routes irrégulières, au fuyant des persécutions, sont moins enclins à retourner chez eux en raison des défis liés à la sécurité humaine et aux conditions difficiles qu'ils ont rencontrées. Par rapport aux impacts des accords de mobilité que Dr Norman a insisté sur ça, les accords facilitent la mobilité et encouragent les retours, surtout parmi les migrants qualifiés. Ces accords permettent également de maintenir des liens transnationaux avec les pays d'origine, renforçant ainsi l'investissement des diasporas dans ces pays avec l'intention de revenir un jour. Donc, comme conclusion, les accords de mobilité entre pays jouent un rôle qui est clé en facilitant les opportunités économiques et éducatives pour les migrants tout en renforçant leurs liens transnationaux. Les migrants, en particulier les femmes, bénéficient de ces accords, peuvent étudier et travailler dans ces pays comme le Maroc avant de retourner dans leur pays d'origine. Et ces accords permettent aussi à la diaspora d'investir dans leur pays d'origine avec une vision de retour. À l'inverse, les migrants utilisant des voies qui sont irrégulières, rencontrent des défis plus importants et sont moins susceptibles de retourner dans leur pays. En résumé, les accords de mobilité favorisent non seulement le mouvement sécurisé des migrants, mais encouragent également le développement économique des pays d'origine grâce aux liens et aux investissements transnationaux. Donc maintenant, on passe à notre dernière panéliste. Alors, notre dernière panéliste, c'est Madame Alisha Tintemi. Alors, Madame Alisha Tintemi, elle vient de la clinique Hijra du Maroc. Elle est diplômée en droit international de l'Université de Québec à Montréal. Elle était auparavant conseillère en immigration au ministère de l'immigration du Canada et coordonne la clinique juridique Hijra depuis septembre, tout en menant des travaux de recherche concernant la détermination de l'élément de crédibilité lors des entretiens de détermination de statut de réfugié par le Haut Commissariat pour les réfugiés. Et ma question pour vous, Madame Alisha, c'est à partir de votre expérience au sein de Clinique Hijra, pourriez-vous nous dire comment le Maroc s'engage à respecter les objectifs du Pacte mondial pour les migrations, notamment en ce qui concerne la collecte de données, l'accès à des papiers légaux pour les migrants et à l'accès aux services de base, et quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées sur le terrain pour mettre en œuvre ces engagements? Merci. Oui, merci. Donc bonjour à tous. Moi, je vais changer un petit peu de perspective. Ça va me permettre d'avoir une perspective un peu plus opérationnelle, puis de pas redire ce que mes collègues ont déjà très bien dit, parce que je vais me faire un petit peu la porte-parole de plusieurs organisations de la société civile qui ont mis en place un rapport sur effectivement le respect des engagements qu'a pris le Maroc à partir de 2018 vis-à-vis du pacte mondial pour l'immigration surordonnée et régulière, le pacte de Marrakech,
C'est des constats que je vais vous présenter qui sont basés donc sur les expériences recueillies par plusieurs organisations qui travaillent auprès des personnes migrantes ici au Maroc, parce que jusqu'à présent, ce qu'on a remarqué, c'était que la société civile n'était pas réellement impliquée en fait dans le suivi de la mise en œuvre de ces engagements vis-à-vis du pacte, d'où ce besoin aujourd'hui de dresser des constats et également certaines recommandations qu'on aimerait faire à partir des réalités qu'on voit sur le terrain. Donc pour être fidèle avec le thème d'aujourd'hui, je vais pas passer en revue l'ensemble des objectifs du pacte, et je vais me concentrer sur les plus en lien avec la migration irrégulière. Et juste pour préciser également, ces constats-là que je vais vous présenter, donc ils font partie d'une série de réunions qui ont été organisées par la clinique juridique Hijra en 2023 et 2024, réunions qui vont continuer encore en 2025 et 2026 et qui, on l'espère, vont être, le rapport qui va être mis sur pied, on l'espère, va être présenté au forum d'examen des migrations internationales qui va être tenu à New York en 2026. Donc je vous propose de démarrer effectivement avec le premier objectif qui est celui de la collecte des données. Donc collecter et utiliser des données précises et ventilées pour servir à l'élaboration de politiques fondées sur la connaissance des faits. Donc ce qu'on retrouve dans le texte du PAC, c'est qu'on va vouloir ventiler des données par rapport au sexe, à l'âge, au statut migratoire, ou encore à toute autre caractéristique applicable à un contexte national. Donc là, ce qui va être intéressant par rapport à la mise en œuvre, c'est de surveiller certains éléments. Le premier élément, ça va être le respect de la vie privée, qui est directement engagé dans la mise en œuvre de cet objectif-là et qui est protégé par l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il y a un deuxième élément, c'est celui de la non-discrimination par rapport à ça. Et en particulier, on veut clarifier le champ d'application ouvert aux États dans la ventilation de ces données sur la base des autres caractéristiques applicables dans les contextes nationaux. Vraiment ici, la préoccupation, ça va être que cette référence aux contextes nationaux soit pas instrumentalisée finalement pour collecter des données personnelles sensibles sur les migrants à des fins d'exclusion ou à des fins de discrimination justement. Donc ici au Maroc, pour la bonne collecte des données, pour la bonne gestion des données, on a la loi 0908 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. C'est une loi qui s'applique à toute personne présente sur le territoire marocain, donc par extension aussi évidemment aux personnes migrantes. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de garanties par rapport au respect de cette loi, par rapport au fait par rapport à la notion de consentement, par rapport au fait de garantir que les données vont être correctement gérées, en particulier qu'elles ne seront pas nécessairement utilisées à des fins discriminatoires. On sait qu'il y a parfois des situations où on pourra en parler de manque de transparence pratiquée dans la collecte des données. Il y a également un deuxième enjeu qu'on remarque par rapport à la collecte des données, c'est un manque de coopération, en tout cas une opportunité qu'on pourrait prendre pour une meilleure collaboration entre les autorités publiques et la société civile. Ici, on a le Haut Commissariat au Plan qui est habilité à collecter des données sur les migrants irréguliers et irréguliers, qui fait parfois appel aux données des associations qui, elles, sont parfois un peu frileuses à donner ces informations, ce qui fait que le Haut Commissariat au Plan a parfois tendance à s'appuyer sur des données qui viennent pas nécessairement des associations du terrain et qui manquent parfois un peu de fiabilité ou qui ne font pas nécessairement la distinction entre migrants réguliers ou irréguliers. À cela s'ajoute aussi la difficulté de la mobilité des migrants. On le voit surtout dans le sud, on retrouve beaucoup de mobilité. Et ça va beaucoup complexifier le travail des associations pour la collecte de données. On voit qu'il y a vraiment un vrai besoin de moyens de la part des associations pour permettre de suivre les migrants, de les contacter et en fait à terme tout simplement de pouvoir obtenir des données qui nous permettent d'établir des rapports précis, des rapports fiables. On a tout de même une bonne pratique ici au Maroc, on pourrait relever, surtout au niveau de la coopération. Il y a une structure hybride qui a été mise en place à Agadir par le comité migration Sousmassa, qui a réussi en fait à lier la société civile et les acteurs étatiques. Donc avec des acteurs publics, on a le comité régional pour le développement humain, on a des acteurs de la santé, de l'emploi, des acteurs de l'inspection du travail qui ont réussi à créer une base de données sur les migrants. Et ça nous a permis réellement de pouvoir identifier les besoins, identifier les problématiques des personnes migrantes. Et on pense tout simplement que c'est ce type de pratique de collaboration qui devrait être étendu, formalisé à l'échelle nationale.
Par rapport à l'objectif 4 du pacte, celui de munir les migrants d'une preuve d'identité légale et de papiers adéquats. Donc là, on fait référence à des obligations de protection qui sont déjà insérées finalement dans plusieurs conventions internationales relatives aux droits humains. Donc ça va être de fournir des papiers d'identité à chaque étape de la migration pour les personnes migrantes. Là-dessus, c'est essentiel de pouvoir compter sur la collaboration des services consulaires, la collaboration des ambassades, et c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. On a de nombreuses ambassades et départements consulaires qui n'interviennent pas en fait dans les cas de migrants irréguliers. Les seules exceptions qu'on pourrait avoir, ça va être pour les étudiants étrangers boursiers. Dans les autres cas, lorsqu'un ressortissant va demander une assistante, généralement on est face à un refus. Donc il y a quelques ambassades comme celle du Sénégal qui parfois intervient, mais d'autres, je pense par exemple à la Côte d'Ivoire, au Mali ou au Nigeria, ont beaucoup plus de mal à intervenir auprès de leurs ressortissants. Par rapport à l'objectif 5, qui était aussi un petit peu le nerf de la guerre quand on parle effectivement de migration irrégulière, est-ce qu'il existe des voies légales finalement? L'objectif 5, c'est de faire en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles et soient plus souples. Donc c'est un objectif qui va vraiment vouloir diversifier les filières de migration. Et par rapport à ça, le Maroc a pris des engagements spécifiques, notamment la promotion et à promouvoir le développement d'initiatives régionales pour la liberté de circulation, pour la liberté d'installation, et également à développer des accords régionaux, des accords internationaux pour la mobilité du travail, pour la portabilité des droits, pour la reconnaissance des compétences, la reconnaissance des qualifications. Bon, par rapport à ça, on n'a pas tant de constats à faire sur le terrain, ça reste des engagements et on n'a pas pu vraiment avoir d'observation par rapport à ça. Depuis l'adoption du pacte, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas d'intervention vraiment structurelle pour rendre plus accessibles ces voies de migration régulière. Donc on a une vraie opportunité, je préfère parler d'opportunité à saisir ici, en particulier sur les points sur lesquels le Maroc s'est engagé, donc sur des accords régionaux et internationaux. On aurait quand même quelques recommandations par rapport à ces voies, à l'instauration de ces voies régulières. Finalement, il conviendrait éventuellement déjà de simplifier les procédures administratives d'obtention du visa et des permis de séjour. Il serait également nécessaire d'informer les personnes sur les différents types de migration régulière, les conditions requises pour y accéder, faciliter les migrations par les études, par le travail, par le regroupement familial, on l'a dit. Également mettre en place des formations destinées à faciliter l'intégration sur le marché du travail. Je parle vraiment en termes opérationnels parce que ce sont vraiment les propos qui ont été recueillis par les associations de la société civile. Donc vraiment un besoin de mettre en place des formations, pourquoi pas des sessions de formation pour apprendre à rédiger des demandes d'emploi et pourquoi pas aussi des cours de langue pour permettre tout simplement une meilleure adaptation des migrants. J'en finis également avec l'objectif 15, celui d'assurer l'accès des migrants aux services de base. Donc là-dessus, ça va être de renforcer les services de prestation de les prestations de services accessibles aux migrants au même titre que les nationaux. Par rapport à ça, le Maroc s'était engagé à ce que tous les migrants, indépendamment de leur statut juridique, aient au moins accès à l'éducation et à la santé. Par rapport à ça, les observations qu'on a pu en faire sur le terrain, sur le thème déjà de l'éducation, c'est que la stratégie nationale d'immigration et d'asile donc a été proposée pour cartographier un petit peu l'accès aux services sociaux de base, a permis quand même aux enfants migrants d'avoir accès aux écoles publiques. Le problème, c'est qu'on a encore un avantage qui est donné aux migrants réguliers. Ceux qui sont en situation irrégulière sont parfois quelque peu négligés. Alors même qu'on le sait avec la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, on ne fait pas de distinction normalement entre les migrants réguliers et les migrants irréguliers par rapport à l'accès à l'éducation. On retrouve aussi des disparités entre les provinces ici au Maroc. Dans la mise en place du pacte, il y a des régions qui ont beaucoup plus progressé sur certains points et c'est vraiment sur l'objectif 15, l'accès aux services de base, qu'on retrouve ces disparités. Par rapport à l'éducation, dans la région du Souss-Massa, il y a eu beaucoup d'améliorations. Et on retrouve un peu plus de disparités dans la province de Nador et de manière générale dans la partie orientale du Maroc. Parce que dans cette province-là de Nador, on va avoir des enfants qui vont pas avoir de difficultés à s'inscrire à l'enseignement primaire.
Ça, c'est une très bonne chose. Mais à partir de l'enseignement secondaire, ceux qui vont être en situation irrégulière, vont avoir des difficultés d'inscription. Il en va de même pour l'université, où pour s'inscrire, il va falloir être dans le cadre justement d'une coopération entre le pays d'origine et le Maroc. Donc si c'est pas le cas, on va pas avoir accès à l'enseignement public. Sur le plan de la santé aussi, on repère des opportunités d'amélioration. Donc les services de santé publique de base sont gratuits pour tous, mais on a quand même des difficultés qui subsistent pour les migrants au niveau secondaire, au niveau tertiaire, surtout dans la région du Souss-Massa. On a beaucoup de migrants qui travaillent dans l'agriculture, aux côtés de pesticides, de produits chimiques, donc d'importants soucis de santé et d'importants soucis d'accès aux soins et au financement de ces soins. Pour finir, juste un petit point sur l'accès à la justice, on en a parlé un petit peu en matière d'assistance juridique. Je pense un petit peu à toutes les affaires qui sont non pénales, notamment les problèmes qu'un migrant peut avoir avec son employeur ou avec son propriétaire. Dans bien des cas, en fait, on va avoir besoin de certains documents qui ne vont pas pouvoir être délivrés par les autorités locales parce que ces documents ne peuvent pas être délivrés à des personnes en situation irrégulière. Donc vraiment, on voit vraiment que le cadre juridique est crucial et que, encore une fois, il y a une vraie opportunité d'amélioration à cet égard-là parce que c'est vraiment la base sur laquelle se basent toutes les interventions des associations qui vont agir pour la protection des migrants, et c'est vraiment là où se basent aussi tous les problèmes qu'elles rencontrent en termes d'accès aux droits des migrants qu'elles aident. Donc voilà un petit peu l'ensemble des opportunités qu'on peut tirer des constats qu'on retrouve actuellement. Donc on voit que la plupart de ces opportunités sont des occasions de renforcer la coopération avec la société civile, aussi la coopération régionale. Et voilà, je serais ravie de répondre à vos questions sur ce travail qui est encore en cours et qui doit encore être structuré à l'horizon 2026. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Alisha, pour votre intervention et vous avez insisté sur le fait du respect des engagements du pacte mondial pour des migrations qui sont sûres, ordonnées et aussi régulières, en s'appuyant sur l'expérience, comme vous avez dit, des organisations marocaines de défense des droits d'hommes. Et je rappelle que vous avez souligné l'importance de 4 objectifs clés qui sont le premier, l'importance de la collecte des données précises pour éclairer les politiques migratoires. Deuxièmement, l'objectif 4, d'équiper les migrants des papiers adéquats. L'objectif 5, de rendre les filières de migration régulière plus accessibles. Et le dernier objectif 15, d'assurer leur accès aux services de base. Maintenant, à présent, j'aimerais ouvrir le débat avec le public. Donc, je prends note des personnes, si vous avez des questions aux panélistes, pour échanger un peu par rapport au sujet, ou si vous avez des commentaires ou des questions. Voilà. Bonjour à tous. Je me présente, Farid Onkore, je suis vice-président chargé des projets à Eden Maroc. J'ai une question concernant le flux de migration au niveau entre les pays africains et européens. Surtout qu'il y a la mesure de souveraineté qui est appliquée par les pays européens, c'est le visa. Certains cas, il y a d'abus de pouvoir parce qu'il y a une demande de visa, surtout au niveau africain. On constate personnellement, j'ai une expérience malheureuse dans ce sens-là. J'ai eu un refus de visa malgré que ma situation financière est stable, mes documents sont en règle, mais j'ai eu un refus pour un motif qui est irraisonnable pour moi. Quelles sont les approches innovantes innovantes pour améliorer les flux de migration? Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie pour les idées pertinentes, la qualité de vos interventions. Moi, je vais rebondir sur une question qui m'est importante. C'est la question, si on approche cette thématique de la migration irrégulière d'une approche systémique, d'où la nécessité d'intervention de tous les acteurs d'une manière concertée pour avoir l'utilité de chacun de ces acteurs dans cette approche et pour pouvoir intervenir d'une manière collégiale
dépendamment de les compétences, les prérogatives de chacun de ces acteurs. Et étant donné, bien entendu, que cette thématique, il est vraiment fait l'objet d'un certain nombre de travaux de recherche scientifique, d'une part, mais également de rapports de la part de la société civile, de la part des institutionnels, de la part des États, de la part des Nations Unies. Donc, en termes d'évidence, il y a assez d'informations pour pouvoir avoir un diagnostic réel, serein et qui donne une visibilité claire sur la situation. Du coup, est-ce que vous, en tant qu'expert dans ces thématiques, est-ce que vous voyez que devant cette situation, est-ce que les efforts consentis dans cette thématique sont assez pour pouvoir endiguer cette problématique et apporter toutes des solutions, je dirais pas d'une manière exhaustive, mais au moins arriver à atteindre des objectifs escomptés à travers les stratégies, les plans, que ce soit au niveau mondial ou bien national. Donc ça, c'est l'élément important. Deuxième élément sur lequel je voulais parler, c'est que Madame Alicia a parlé d'une thématique importante, à savoir le droit à un certain nombre à l'instar de l'éducation, peut-être de la santé, etc. Mais je veux revenir sur la question de l'éducation, parce que vous avez dit tout à l'heure que en termes d'accès à l'éducation, nous avons un certain nombre de personnes en situation administrative irrégulière qui n'arrivent pas à s'inscrire au sein de secondaire, alors que, en principe, si on prend en considération l'article 31 de la Constitution marocaine, si on prend la loi cadre 51-17 relative au système d'éducation, de la formation, de la recherche scientifique, si on prend en considération un certain nombre de notes ministérielles de l'éducation, on se retrouve face à une résolution soi-disant radicale, si je m'abuse un petit peu de ce terme, parce que vraiment, l'accès à l'éducation, c'est parmi les droits que le Maroc a octroyés à toute personne, même en situation irrégulière. Il suffit juste d'avoir une demande de la part de l'intéressé pour pouvoir intégrer l'école marocaine. Et une fois qu'elle est inscrite dans un système informatique Massar, donc il n'aura aucun problème durant tout son parcours, depuis l'intégration de préscolaire jusqu'à abstraction faite s'il y a des conventions bilatérales entre les pays. Donc là, je veux juste apporter cet élément d'information pour dire que vraiment, en termes d'accès à l'éducation, il n'y a aucun problème. La même chose peut-être pour la santé. D'autres secteurs, peut-être, il y a vraiment un effort à apporter dans ce sens. Mais je crois que à travers la coordination de toutes les parties concernées, des résultats probants pourront être visibles. Merci. Merci. Alors, je me présente, c'est Raoula, je suis étudiante à deuxième année master sécurité internationale au sein de Sciences Po hier. Moi, je vais faire une comparaison. Monsieur Yves Martin a parlé pour autant le Maroc est un pays de destination. Et, le Maroc ne peut pas être un pays de destination, c'est-à-dire on a toujours le rêve d'aller vers l'Europe pour chercher un avenir mieux, une stabilité financière. C'est comme on parle par exemple dans l'Europe, on parle de American Dream, c'est-à-dire que les gens qui fait appartenir à l'Europe veulent aller aux États-Unis pour avoir un meilleur avenir. Le deuxième point, c'est quand Monsieur Norman a parlé sur le sentiment d'appartenance du pays, c'est-à-dire que la plupart des Marocains, par exemple, qui sont immigrés vers l'Europe, après avoir une certaine stabilité financière, pensent à revenir et réinstaller au Maroc. Est-ce que cette émotion psychologique d'appartenance à l'état d'origine peut être considéré, c'est juste parce que la personne ne trouve pas une stabilité financière dans son pays et cherche à avoir ailleurs. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Farida et je suis de l'ambassade des Pays-Bas.
J'ai une simple question. Pensez-vous qu'une nouvelle campagne de régularisation serait éventuellement une opportunité ou une solution adéquate pour cette situation? Et j'ai une autre question, c'est dommage que la personne du HCR n'est plus là, mais j'ai une question pratique. Si, supposons qu'il y a une nouvelle campagne de régularisation, les demandeurs d'asile, est-ce qu'ils font partie de cette campagne-là? Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est de bouche à oreille, tout migrant qui rentre, il sait déjà au prime abord qu'une fois arrivé au Maroc, il faut absolument aller s'inscrire en tant que demandeur d'asile. C'est un moyen pour eux de ne pas se faire refouler justement dans leur pays d'origine. Donc, est-ce que ces personnes-là, si supposé il y aurait une nouvelle campagne, sont pris en considération pour être régularisées? Et merci. D'accord. Je vous remercie déjà, je remercie l'audience pour vos questions qui sont très pertinentes et constructives. Et maintenant, je laisse la parole aux chers panélistes de répondre à ces questions-là. Donc, je vous laisse la liberté de choisir les questions dont vous voulez répondre. Merci. Quel ordre? On commence par la première question de Monsieur Fakhreddine. Non. Je pense que plutôt Anne pour répondre, parce que sinon, on va... Okay, on commence par peut-être Alicia. Ok, on passe de là. Mais je vais juste faire un petit point sur l'accès à l'éducation et à la santé. Juste rappeler que c'est un rapport qui est basé sur les expériences de terrain des associations avec qui on travaille partout au Maroc, et que ce rapport va être présenté en 2026 et on espère avoir de meilleurs témoignages d'ici 2026 et je l'espère très sincèrement. Okay. Okay, thanks very much. I think I will tackle maybe two questions. I think there was maybe the question that you raised about the visa. It's very subjective when these countries, especially in Europe, consider visa applications. You can have everything, but then there's a suspicion that maybe if you go, you won't come back. And somebody basically just sits there and makes a decision. And it's an experience that I've gone through, my friends have gone through, that you present everything and somebody just rejects your application. And you have no right of appeal. You have to make a new application. Now, when you go back, you may find another person and you may get your visa. That's how, subjective it is. And that's really, I think they need to change the visa regime to kind of have a proper kind of criteria, but also a just system that you don't allow people, okay, if you have an appointment, to book for a US visa, for example, in some countries, it's a full year. You apply to go for a wedding in August, they give you the appointment the following year. So you're going to miss the wedding anyway. And the idea here is to deter you from applying. And so these are the challenges that actually many African countries are facing in concerning visa regimes. From countries from the global north. That is very subjective and sometimes discriminatory. I have to say that, to be honest. Yeah. For the second question, do you have efforts dedicated to dealing with issues of regional migration? I think the challenge we have here is most of African countries have porous borders. The state is not very strong, and so we don't have state penetration in certain places. And with porous borders, then you have human trafficking becoming a major kind of avenue for revenue for so many people. And so if you add on the prospect of influencers on Instagram, who are, for example, in the US, and they're showing how good their life is, so if you compound all these factors, then you're going to have a continuous flow of irregular migration, even from countries, for example, that have even mobility agreements with each other, that people just kind of go, they don't do a lot of research on this, but the idea is to get out of my situation, I'm not doing well, I don't have a job, and so basically they choose to embark on these journeys. And so, but the porous border is a big problem that you can cross. I mean, it is also compounded by the open border between countries, that right now in ECOWAS you can move from one place to the other. But the challenge of porous borders is that you have human trafficking organizations that are operating there. They are very efficient.
they're well organized, and they have a lot of money that they've accumulated over time. And so sometimes they bribe security organizations, the police and the army, and they're able to basically move their people across. And so this is the big problem, that even if you deal, for example, with the question which was raised about regionalization, you're going to continuously regionalize because people are going to continue to come. And so that brings us to the issue of the European Union and the idea of the security development nexus, or even the migration development nexus, that you encourage development at the home country so that people don't have, or people who feel like they don't have opportunities at home can get skills and then they can stay in their country. That works to some extent. But also, like I raised in the other argument, is that sometimes even people who have been given skills, then they're more inclined to move because now they feel that maybe they've attained the level of skills that they want to go and better their lives elsewhere. So it's a difficult kind of like a situation. But what I'm trying to do is just maybe give you a picture of how the situation is, and maybe we can maybe debate this maybe along the way. Yeah, the question of belonging. Yes, that's raised. Yeah, when most of us go out, if we travel to other countries, it's difficult to integrate in a society. Especially for first generation people, especially if you look at people going to the global north, the first generation is always problematic for them. For example, in England, if you go, they don't have the right accent. You have the education. You may not be able to access certain jobs, even though you get residence there. Just the mere fact that you don't speak English the way they speak it is going to have an impact on your access to jobs. So it's normally the second generation and third generation that benefit from the countries in which they're born. And so always the first generation migrant is always eager to go home. He's always thinking about going home. And so that is the challenge that emerges. Yeah. Thank you. Ok, merci. Moi, je vais adresser 3 points. Les premières sur les approches innovantes en matière de visa. Bon, déjà, j'ai rajouterai un élément. La politique des octrois de visas, c'est pas seulement subjectif et discriminatoire, c'est arbitraire. Et c'est légalement arbitraire. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs pays avec l'OIM, et j'ai eu l'occasion de travailler avec un expert dans la gestion des douanes au Nigeria, britannique, qui m'expliquait qu'en fait, dans leur régulation de la fonction d'agent de douane, c'est le droit à l'arbitrariété. Donc, je peux décider en tant qu'agent de douane si toi, vous entrez ou pas dans les pays, et ma décision fait loi. On peut pas même faire recours contre. Donc, c'est pas seulement subjectif et discriminatoire, c'est en plus arbitraire. Légalement arbitraire. Et pour les approches innovantes, pour moi, il y a une approche innovante déjà testée, c'est la libre circulation. On y a pratiqué en Europe depuis 1990, la libre circulation entre des pays. On la pratique partiellement dans le cadre de la CEDEAO, par exemple. Et pour moi, ça c'est la seule approche vraiment innovante en matière de visa. Il y a une autre approche nouvelle, innovante un peu, c'est les autorisations électroniques d'entrée dans les pays, qui font beaucoup plus facile l'accès en territoire. Malheureusement, ils sont pas utilisés pour faciliter la libre circulation et donc pour réduire les demandes pour l'octroi une permission d'accès au territoire, mais plutôt à l'inverse, comme c'est le cas du Maroc avec quelques pays d'Afrique subsaharienne dans les dernières années. Deuxième question pour Madame. Le Maroc est, comme a été dit ce matin, un pays d'immigration. Partiellement, il y a eu toujours des immigrants. Ce que j'ai dit, que pour les migrants irréguliers, c'est pas un pays de destination. Il y a quelques-uns qui se trouvent coincés ici et qui restent. Et après, on est des humains. On développe une narrative pour dire comment je suis bien et comment je suis content. Il y a des gens qui tissent des liens familiales ou amicaux ou des travails qui finissent par rester, par vouloir rester.
Mais pour les migrants irréguliers en route, c'est pas un pays de destination. Et c'est fictif et une mystification de traiter le Maroc comme un pays de destination. C'est pas le cas. Même si on insiste ça dans tous les discours sur la migration. Et troisième question, très pertinente, la question de madame, est-ce que une nouvelle campagne de régularisation serait une amélioration? Pour moi, c'est clairement oui, dans le sens suivant. La migration irrégulière ou l'irrégularité, c'est en soi-même irrégulier. Par définition. Donc, tous ceux qui contribuent à améliorer l'accès aux droits, aux services sociaux, etc., c'est nécessaire et bienvenu. Et la régularisation, sans doute, c'est un de ces pas, même si ces migrants ne veulent pas s'intégrer. Moi, je pense que oui, effectivement, avoir maintenant, il y a une initiative populaire en Espagne, dans mon pays, pour régulariser les 400 000 migrants qui sont irréguliers, qui ont calculé qu'il y a des irréguliers dans le pays. Ici, il y a beaucoup moins, mais en tout cas, pour moi, ce qui est irrégulier, c'est qu'un État se permet des citoyens irréguliers, des personnes irrégulières dans son territoire. Soit on est conséquent et on les retourne d'une façon ou l'autre, soit on les régularise. Qu'ils sont en emploi ou pas. Parce que même s'ils n'ont pas emploi, ça veut dire qu'ils vont pas s'intégrer probablement. Mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de droits aujourd'hui ici. Donc la réponse pour moi c'est clairement oui. Et ça ne signifie pas que ça doit être une régularisation à vie ou non. Tout simplement, on les reconnaît certains droits déjà à ne pas être harcelés par la police. C'est pas rien. Merci. Merci beaucoup. Alors sur 3 petits points peut-être rapides, je vais pas dire mieux que mes collègues sur la question de l'approche innovante en matière de visa. Je pense qu'on partage l'approche en matière de droits fondamentaux. Maintenant, ça semble pas être vraiment d'actualité, notamment si vous regardez un peu le pacte européen en matière de migration et d'asile. L'approche qui est prônée en matière de visa va pas forcément dans le bon sens. Et si on prend ne serait-ce que l'expérience récente de ce qui s'est passé entre la France et le Maroc, voilà, cette dynamique de chantage qui a été mise en place tant qu'il n'y aura pas d'augmentation de délivrance de laissez-passer par le Maroc, on réduit de 50% la délivrance des visas. Là, clairement, on est dans l'arbitraire, avec des étudiants qui étaient inscrits dans des universités en France et qui se sont retrouvés avec des refus de visa, des gens qui ont eu des visas pendant des années et qui du jour au lendemain se sont retrouvés avec des situations de refus. Donc là, oui, on est clairement dans le règne de l'arbitraire. Je prends cet exemple-là, mais c'est malheureusement le cas sur d'autres choses. Et je fais le lien avec cet événement récent parce qu'on retrouve des choses de cet ordre-là dans le pacte européen pour l'immigration et l'asile. Avec carrément même une évolution, je parle pour le droit français que je connais le mieux, qui va dans le sens d'élargir les possibilités de refus de délivrance de visa, y compris de visa d'installation. On parle même plus uniquement de visa court séjour, lorsque l'État français considère que les pays de nationalité ne sont pas suffisamment coopératifs pour le retour de leurs propres ressortissants. Donc là, voilà. Quelle serait la nouvelle vision? Je pense que je partage le point de vue de mon collègue, mais on va pas du tout dans ce sens-là, malheureusement, bien au contraire. Juste peut-être pour compléter ce qui a été dit par ma collègue sur les questions d'éducation et de santé et d'autres choses, deux petits points. Oui, sur la question de la scolarisation, dès 2013, il y a énormément de choses qui ont été faites. Le cadre légal, il est clair. Il y a eu une première circulaire, il y a des choses qui ont été intégrées dans la loi que vous avez mentionnée. Ça, c'est certain. Après, sur la mise en pratique, il y a encore quelques difficultés qui, pour moi, sont de 2 ordres principaux. Il y a encore des difficultés pour les enfants qui sont non documentés. Même s'il y a une circulaire qui dit les choses de manière relativement claire, c'est-à-dire que les enfants doivent avoir accès à l'école.
Et ensuite, les démarches doivent être faites pour compléter les dossiers et essayer au maximum de récupérer la documentation. Donc, il y a des choses qui ont été soulevées, hein, les difficultés de coopération des ambassades, mais aussi encore une méconnaissance des circulaires qui fait qu'il y a encore des difficultés. Et puis, un deuxième point qui est celui de l'interaction des droits entre, encore une fois, les questions d'accès aux droits sectoriels et les questions de séjour. Ces enfants qui vont à l'école, les enfants, je le rappelle, sont jamais en situation administrative irrégulière. On parle éventuellement de la situation administrative de leurs parents. Mais quand ils font toute leur scolarité et qu'ils arrivent à la majorité, c'est là où parfois il y a un souci. Parce qu'il peut y avoir un vide juridique aussi dans la loi 0203. Des enfants qui ont fait toute leur scolarité au Maroc, au moment où ils vont devenir majeurs, va se poser la question de leur situation administrative à eux. Et là, parfois, on a un souci. On a un parfois pour les mineurs non accompagnés, mais pas que, parce que parfois, pendant tout ce temps, leurs parents n'ont pas pu obtenir une régularisation de leur situation administrative. Et quand ils vont devenir majeurs et qu'ils vont vouloir passer leur bac, par exemple, on va leur demander un titre de séjour. Et là, ça bloque. Donc, c'est pour ça que nous, on insiste sur la question de l'interdépendance. Il y a une protection des droits fondamentaux qui est évidente. Les enfants doivent avoir accès à l'école, mais il faut aussi envisager les choses de manière plus pérenne. Et la question de leur future régularisation de séjour qui, pour le moment, n'est pas encore réglée. Ça fait le lien avec le dernier point que je voudrais apporter sur les opérations de régularisation. Ça fait partie des recommandations du CNDH dans son dernier rapport, de lancer une 3e opération de régularisation. Moi, j'irai un petit peu plus loin dans l'analyse et dans les modalités dans lesquelles ça devrait être mis en œuvre. Oui, puisque tout ce qui peut faire sortir les personnes de la précarité de leur situation administrative est une bonne chose, donc ce serait pertinent au regard de ce qu'on constate aujourd'hui, mais pas seul. C'est-à-dire que oui, il faut cette opération exceptionnelle de régularisation, mais il faut impérativement changer le cadre juridique applicable. Une opération de régularisation, par définition, c'est exceptionnel, ça a une durée limitée, ça a permis de sortir des gens d'une situation de précarité administrative, c'est indéniable, mais tant qu'on ne change pas le droit commun, on va repartir encore une fois avec des difficultés. Et c'est là où peut-être je nuancerai un petit peu, que je serai plus nuancée que mon collègue sur la question des étrangers qui sont en situation administrative irrégulière ici au Maroc. Nous, on le voit dans le cadre des plaintes. Et on l'a vu dans le cadre des critères des opérations de régularisation. Parmi les personnes qui ont été régularisées, il y a des conjoints, par exemple, de ressortissantes marocaines. Comment se fait-il que ces gens-là n'apparviennent pas à obtenir un titre de séjour? Parce qu'on a le problème de l'accès au territoire avec le bon visa pour avoir le bon titre de séjour, parce qu'on a des critères cumulatifs au niveau de la loi 0203, que des personnes dont pour le coup l'intégration n'est plus à démontrer parce qu'ils sont mariés avec des ressortissantes marocaines, que parfois ils ont des enfants, n'arrivent pas à avoir un titre de séjour. C'est pas des gens qui sont en transit. C'est des gens qui sont installés durablement sur le territoire. Et pour répondre à votre question sur l'intégration des demandeurs d'asile ou même des personnes qui sont reconnues réfugiées, c'était le cas pour les précédentes opérations. Les précédentes opérations, elles ont prévu des critères généraux. Conjointes marocaines, personnes qui travaillent depuis tant d'années, des étudiants, etc., etc. Donc des critères qui étaient précis. Et ça a permis à certaines personnes reconnues réfugiées par le HCR, mais non documentées, pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment. D'après les derniers chiffres, on a à peu près environ 10% des réfugiés qui sont effectivement documentés. Donc on a des gens qui sont reconnus par le HCR, mais qui n'ont pas de titre de séjour. Donc ces opérations de régularisation-là ont permis, sous réserve que les autres critères soient remplis, d'obtenir une régularisation pour des personnes demanderesses d'asile ou réfugiés. Donc ils sont absolument pas exclus, en tout cas des précédentes opérations. Il faudrait avoir une visibilité sur une éventuelle opération, quels seraient les critères, mais c'est absolument pas incompatible. Je ne sais pas si vous voulez refaire un tour de questions. Je vous remercie, je tiens à remercier nos chers panélistes pour vos interventions très précieuses et enrichissantes, et aussi à l'audience d'avoir enrichi ce débat qui est très crucial. Et pour cette session, pour la prochaine session, je vous invite pour la présentation du livre blanc, qui est une initiative, c'était un projet de recherche de l'initiative du dialogue méditerranéen. Je vous invite à rester pendant 30 minutes pour la présentation. Oui, vous pouvez s'installer où vous voulez. Oui. Je quitte le lieu de D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez sortir? Are you going?
Oh, okay, I understand. It was very nice meeting you and having you. But who meets at dinner? Okay, sure. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui une initiative collective qui est menée par plusieurs pays méditerranéens. Comme vous le savez, la migration irrégulière est l'un des défis les plus pressants de notre temps. Et dans ce cadre, ce projet de recherche a donné lieu à des notes spécifiques Il a donné lieu à des notes spécifiques pour chaque pays couvrant la réalité de la migration informelle dans les pays qui font partie de la coalition du dialogue méditerranéen. Donc ces pays, c'est le Maroc, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Palestine, le Liban, l'Algérie, la Tunisie et la Croatie. Ces travaux réalisés en collaboration avec des experts locaux et des chercheurs qui sont du réseau du dialogue méditerranéen. Ils sont accompagnés, ce travail accompagné d'un livre blanc méditerranéen que vous pouvez consulter sur le site web. Ce livre blanc, quant à lui, analyse les éléments partagés de la question migratoire dans toute la région et propose également des recommandations concrètes pour résoudre ce phénomène alarmant. Et bien sûr, les discussions qu'on a eues aujourd'hui, ça va enrichir davantage ce livre blanc à travers les interventions de nos panélistes. Donc, permettez-moi de vous introduire les principaux points de ce projet, en soulignant les enjeux liés à la migration irrégulière en Méditerranée, ainsi que les idées et les recommandations issues du livre blanc. Donc tout d'abord, il est important de rappeler que la migration irrégulière impacte chaque pays différemment de la région méditerranéenne. Chacun de ces pays joue un rôle qui est distinct, que ça soit tant qu'un point d'origine, un pays d'origine, de transit ou de destination. Cela dit, cette diversité des rôles complique la gestion de ce phénomène. Donc les problématiques clés, d'une part, les pays méditerranéens jouent des rôles variés dans la migration. Par exemple, certains sont principalement des points de départ et d'autres sont des points de transit ou des destinations finales. Comprendre cette diversité est essentiel pour analyser les différentes approches adoptées face à ce défi. D'autre part, les pays qui se trouvent à la fois comme destination et point de transit adaptent souvent une approche qui est axée sur la sécurité. De ce fait, cela nécessite des relations étroites avec leurs voisins, en particulier ceux qui partagent des frontières terrestres. Par ailleurs, il est crucial de souligner que les migrants irréguliers sont particulièrement vulnérables. Malheureusement, ils sont souvent victimes de la traite des êtres humains et de leur instabilité économique liée à leur statut non documenté, les expose à des risques tout au long de leur parcours. Dans le contexte régional, en ce qui concerne l'Europe du Sud, des pays comme l'Espagne, l'Italie et la Grèce, en raison de leur proximité avec l'Afrique du Nord, et le Moyen-Orient sont confrontés à des défis humanitaires et sécuritaires. Néanmoins, ils doivent également répondre aux obligations supranationales imposées par l'Union européenne. De même, en Afrique du Nord, des pays comme le Liban, la Tunisie, l'Algérie sont des points de départ majeurs pour les traversées maritimes vers l'Europe, un phénomène qui est souvent aggravé par l'instabilité politique et les crises économiques. Quant au Moyen-Orient, les conflits en Syrie, en Irak, en Afghanistan poussent de nombreux migrants à utiliser des pays de transit comme le Liban et la Jordanie avant d'essayer de joindre l'Europe. Donc, comme conclusion, pour résumer la question de la migration irrégulière en Méditerranée, révèle qu'il y a une hétérogénéité significative dans ces impacts. Par exemple, certains pays comme le Portugal sont moins affectés par ce phénomène, tandis que d'autres, tels que l'Italie, l'Espagne, font face à des défis bien plus importants. Il est également intéressant de noter que les routes migratoires évoluent constamment. La fermeture d'une route entraîne souvent l'ouverture d'une autre et rendant la gestion de ce phénomène particulièrement dynamique et complexe. De plus, bien que des accords existent entre les pays, ceux-ci manquent souvent d'une approche qui est globale, ce qui limite l'efficacité justement des efforts qui visent à gérer les flux migratoires et s'attaquer aux causes vraiment profondes de ce défi. En ce qui concerne le Maroc, les efforts déployés pour gérer la migration irrégulière sont significatifs, soutenus par des politiques progressistes et un engagement actif avec des partenaires internationaux.
Cependant, les défis substantiels demeurent, notamment en ce qui concerne l'intégration sociale, l'inclusion économique des migrants, qui continuent souvent de faire face à l'exploitation et la discrimination, alors que le Maroc continue de naviguer dans son rôle dans le paysage migratoire méditerranéen. Il est crucial qu'il équilibre les mesures de sécurité avec les engagements humanitaires, garantissant ainsi la protection des droits et de la dignité des migrants que nos panélistes ont déjà mentionné. Les campagnes de régularisation et la coopération internationale offrent une feuille de route pour aborder les complexités de la migration, mais il reste encore beaucoup à faire pour traiter les causes profondes qui poussent à la migration irrégulière, telles que les disparités économiques et le manque d'opportunités. Le livre blanc a donné quelques recommandations, donc je vais les citer. Donc le premier, c'est impératif de développer des approches proactives qui incluent des initiatives de développement économique et la création de voies légales pour la migration. Il est également essentiel de garantir un équilibre de pouvoir dans les accords entre les pays afin d'assurer les bénéfices mutuels et d'éviter les dynamiques coercitives. Enfin, il faut renforcer les politiques d'intégration des migrants déjà présents dans les pays de destination. Une stratégie régionale inclusive doit être mise en place pour dépasser les préoccupations sécuritaires immédiates et aborder les causes profondes de la migration. En somme, la migration irrégulière en Méditerranée constitue un défi de taille. Toutefois, avec des efforts coordonnés entre l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, il est possible de gérer ce phénomène de manière plus efficace et d'en tirer des opportunités, des bénéfices mutuels, notamment à travers le développement économique et la stabilité politique dans la région. Et je vous remercie pour votre attention et j'attends avec impatience de discuter davantage du rôle du Maroc dans la gestion migratoire dans les prochaines initiatives du dialogue méditerranéen pour lesquelles nous pouvons collaborer pour relever ce défi justement dans toute la région Méditerranée. Merci.